Bien, mes chers collègues, je vais commencer à faire un tour d'appel. M. Comène est présent, Mme Autier est présente, M. Sabatier est là, Mme Gisardin est présente, M. Ferrara, oui, il est là. Mme Aziz a donné pouvoir à Mme Blandine Autier, M. Mers, je ne l'ai pas vu encore, Mme Coste-Joliette est présente, M. Francis Hernandez est là, Mme Muslin est présente, M. André Patrick est présent, Mme Corporon-Jeanne est là, M. Armenio, je l'ai vu, Mme Jama Colette, je l'ai vu, M. Escarguel François est présent, bien sûr, Mme Sarda est présente, M. Marquez est là, M. François Hernandez est présent, Mme Caramel aussi. M. Noudin arrive en retard, mais il a donné pouvoir à M. Vincent Sabatier. En attendant, Mme Mosler est présente, M. Conessa Jean-Pierre est là, Mme Reynaud Myriam est présente, M. Majourel Jean-Guy est présent aussi, Mme Di Crasto est présente, Mme Magne est présente, Mme Bouraoui a donné pouvoir à Mme Jocelyne Gisardin, M. Delapierre est présent, Mme Vera Anaïs est présente, M. Dominguez Sylvain est là, M. Lissardi aussi, Mme Tisser a donné pouvoir à M. Escarguel parce qu'elle arrivera peut-être en retard. Mme Lesage est présente, Mme Calueba est présente, M. Caravas est là, M. Hercé est présent, et M. Andral est présent, Mme Vedel a donné pouvoir à Mme Lesage, M. Denaja est présent, Mme Seguin est présente, M. Pacoul a donné pouvoir à M. Delapierre, M. Lopez est absent, M. Jean Arnaud a donné pouvoir à Mme Calueba. Bien, comme un petit point d'information avant de commencer le conseil, parce que au niveau secrétariat de séance, peut-être, je crois que Juliette Coste me regarde de façon assidue, donc on peut la désigner comme secrétaire de séance. Et avant d'approuver le procès-verbal du précédent conseil municipal, je voudrais vous donner quelques petits points d'information sur l'opération coup de poing. L'opération coup de poing, ne vous inquiétez pas, coup de poing, vous entendez mal? Allô, la sono? Oui, il est un peu trop grave, essayez de revoir le son. Oui, il y a une opération coup de poing qui a été initiée par la préfecture, qui a été mise en place par la ville de Sète afin de réduire les délais d'obtention d'un titre d'identité, les passeports, les cartes d'identité. Les moyens pour l'obtention d'un rendez-vous sur le département est actuellement de 56 jours pour obtenir le rendez-vous. Ce n'est pas pour avoir la carte, hein, ni le passeport. 56 jours ouvrables. Cette opération est prévue de juin à septembre 2023. L'État dote 33 communes en France, dont 3 communes en Occitanie, Toulouse, Béziers et naturellement 7, pour un total de 250 dispositifs. Sur la ville de Sète, il y aura donc 5 dispositifs de recueil supplémentaires qui ont été livrés et installés dans la salle d'en bas en rentrant à gauche, soit un total de 10 dispositifs. Et ces 5 nouveaux seront installés, 4 pour l'hôtel de ville et 1 à la mairie annexe. L'opération débutera le lundi 19 juin et proposera donc 70 nouveaux rendez-vous par jour, 350 rendez-vous au total par semaine. Donc les usagers auront la possibilité de trouver un rendez-vous sous 8 jours maximum. Pour cette opération, bien sûr, la ville recevra une dotation de 50 000 euros parce qu'on a été obligé d'embaucher 5 personnes pour réaliser les saisies des personnes qui vont se présenter. Alors, naturellement, ça, c'est pour les rendez-vous, donc ça devrait nous permettre, pendant les 3 mois d'été, de rattraper un peu du retard. Une petite question, il faut savoir si... non, c'est M. Hercé qui a tombé la bague. Alors,
le tout est de savoir est-ce que l'État va suivre, est-ce que les services d'imprimerie vont suivre à cette augmentation de production, mais enfin, on atteignait des délais qui étaient quand même un peu inexcusables. Ça, c'était un point d'information. Ensuite, j'aurais voulu vous soumettre la motion sur la détermination de la géographie prioritaire de la politique de la ville sur le territoire de la ville de Sète. Alors, ceux qui étaient un conseil communautaire l'ont déjà eu, ceux qui ne sont pas conseillers communautaires vont la découvrir peut-être, on est en train de vous la distribuer. Je vais vous la lire. La géographie prioritaire de la politique de la ville a permis une concentration de moyens et de dispositifs sans précédent sur les quartiers du territoire en difficulté entre 2015 et 2023, conformément à la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Le contrat de ville de Sète Agropole Méditerranée, signé en 2015 par la ville de Sète, a permis de déployer les instruments de la politique de la ville au service des 2 quartiers identifiés et de l'amélioration de leur fonctionnement avec le reste du territoire. Il y a bien évidemment Sète Île de Thau, qui est un grand ensemble d'habitat social avec 3 794 habitants, et Sète Centre-Ville, Île Sud, QPV du centre de notre ville avec 4 340 habitants. Pour rappel, l'existence d'un contrat de ville sur un périmètre donné permet d'y concentrer les moyens de tous ces signataires. Le bilan des opérations menées dans le cadre du contrat de ville entre 2015 et 2022 est ainsi le suivant. Donc 831 actions en fonctionnement sur la période pour un total de 18,7 millions d'euros, dont 6,3 millions d'euros de crédits spécifiques. En moyenne, 120 opérateurs publics et privés sur les 2 QPV pour 15 000 personnes touchées annuellement. Un programme de réussite éducative, un label Cité éducative sur 7 pour la période de 2021 à 2023 et dont le renouvellement est à l'étude actuellement, un ensemble de conventions territoriales qui prennent en compte les besoins de fonctionnement et d'investissement spécifiques au QPV, la Convention territoriale globale, la CAF, la Convention généralisée d'éducation artistique et culturelle, le CGEAC, le Conseil intercommunal de sécurité, la prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CSPDR, le projet éducatif de territoire, le FEDPED, le contrat local de santé, le dispositif approche territoriale intégrée, l'ATI, le contrat territorial d'Occitanie, le CTO, et plus précisément sur les opérations physiques, la convention en rue, bien évidemment, avec 5,4 millions d'euros de participation de la ville, le PNR QAD avec 6,7 millions d'euros de participation de la ville, la facilitation du renouvellement de l'OPHRU et de l'accès au dispositif Opération Cœur de Ville, les conventions d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des 2 bailleurs sociaux qui leur permettent de développer des actions d'amélioration résidentielle, et l'animation d'une gouvernance et le financement d'une ingénierie de projets intégrés. Des moyens spécifiques qui viennent compléter les efforts que la ville de Sète met en œuvre dans ces 2 QPV, la police municipale avec 10 agents affectés au QPV et un effectif multiplié par 5 en 5 ans, une mairie annexe et tous ses services facilitant l'accès aux droits et à l'information, les activités du CCAS, la gestion de structures, annexe du CCAS, centre social, ALSH, crèche, espace culturel, la passerelle, les animations de la vie sociale, fêtes de quartier et coordination de l'activité associative, les sports avec les opérations visant à favoriser la découverte et la pérennisation de la pratique sportive en club par un soutien financier à la licence et à la mise en place d'animations de proximité. C'est les opérations savoir rouler, l'agora des sports, équipement en libre accès sur les QPV, et j'arrête là. Pour la culture, accès à la pratique artistique et culturelle avec l'activité des 2 médiathèques, le déploiement d'activités culturelles de proximité, le soutien aux nombreuses associations, le pilotage de la convention généralisée d'éducation artistique et culturelle, la gestion urbaine et sociale de proximité, coordination du surentretien, animation de la vie sociale et de la participation des habitants, CISPDR, activité de médiateur et fonctionnement de l'aire mécanique, pour la santé, création d'une maison de santé sur le QPV, focus du contrat local de santé sur les 2 QPV,
et l'évolution de la géographie prioritaire annoncée à partir de 2024 en vue du futur contrat de ville aura des conséquences sur l'ensemble de ces dispositifs. Un diagnostic qui plaide donc pour le maintien de l'extension du périmètre actuel, gage d'une transformation de ces quartiers dans la durée. L'étude de l'évolution sociale et démographique des quartiers, l'analyse affinée qui en découle, démontre aujourd'hui la nécessité de soutenir un niveau d'intervention important sur les périmètres actuels et de les compléter par des zones non prises en compte en 2015. Pour la ville de Sète, il s'agit de la totalité de l'île Sud. Le périmètre actuel se limite à 2 rues perpendiculaires, laissant de part et d'autre des poches de précarité. De la partie nord du périmètre centre-ville actuel, secteur Place de la République, derrière le commissariat, qui concentre une portion importante des bénéficiaires des minima sociaux, en écho avec l'annonce de M. Klein d'obtenir l'entrée du collège Victor Hugo sur le dispositif REP ou REP+, situé en périphérie immédiate de l'île Sud. Le collège est aujourd'hui orphelin de ces dispositifs, bien que 50% de ses élèves soient boursiers. Cette actualisation du périmètre permettrait à la ville de Sète de poursuivre ses efforts déjà très importants sur un territoire plus cohérent, afin d'éviter que les problèmes traités ici ne se déplacent sur des secteurs encore fragilisés, d'agir sur toute la palette politique de la ville et plus particulièrement sur l'habitat en lien avec la mixité sociale, l'emploi et la sécurité. Nous demandons donc une nouvelle géographie prioritaire qui traduise un travail partenarial État-collectivité. À ce stade, et malgré une signature annoncée en fin d'année, l'État n'a toujours pas communiqué sur un périmètre de travail, ni mis en place l'espace de co-construction annoncé par les élus locaux. Il demande dans le même temps que soit lancée la concertation avec les habitants. Il nous paraît aujourd'hui essentiel de provoquer cet échange afin de mieux faire coïncider le territoire perçu depuis l'ANCT sur la base de données statistiques incomplètes et datées avec le territoire réel, vécu par les habitants et les élus qui en possèdent une connaissance autre, alimentée par des données actualisées. Attendu depuis février et aujourd'hui urgent, cet échange doit permettre d'avancer la construction du nouveau contrat de ville sur des bases solides approuvées, traduisant les besoins de notre territoire et de ses habitants. Il est donc proposé d'interpeller l'État aux différentes échelles afin d'acter le maintien de la géographie actuelle et son extension en vue d'assurer à notre territoire un développement équilibré et solidaire avec les populations les plus défavorisées et une sécurité renforcée pour tous les habitants. De leur côté, cette aglopole Méditerranée et la ville de Frontignan ont adopté ou s'apprêtent à le faire pour Frontignan notamment une motion qui partage les mêmes constats et propose des démarches identiques. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter la motion présentée d'autoriser le maire à mener toutes les démarches utiles à sa prise en compte. Est-ce qu'il y a des remarques? Madame Kaliuba. Oui. Oui, on s'est déjà exprimé dessus en conseil d'agglo. Bien évidemment, nous voterons cette motion. Vous avez fait un diagnostic qu'on avait déjà d'ailleurs plus ou moins entendu quand on avait eu l'analyse des besoins sociaux, quand on a eu le contrat local de santé. Voilà, les difficultés d'une partie de notre population, on ne les découvre pas, elles existent, elles peuvent pour certains augmenter. Donc, la politique du contrat de ville permet d'avoir un projet un peu cohérent et des financements multiples d'État et d'autres collectivités. Donc, c'est important pour la population de notre ville. Donc, moi, comme je l'ai dit, on sait que l'État a décidé de garder un nombre constant de périmètres de quartiers politiques de la ville, un nombre constant pour le département. Il y a d'autres poches de pauvreté qui ont émergé ou qui ont été analysées dans le département. Je pense qu'il y aura d'autres communes qui vont peut-être demander d'être classifiées en QPV aussi, ce qui veut dire qu'on est dans une forme, je dirais, non pas de coopération, mais presque de compétition en interne d'un même nombre. Vous posez la phrase, un diagnostic qui plaide pour le maintien et l'extension du périmètre actuel. Vous avez des inquiétudes quant au maintien des 2 QPV.
parce que peut-être vous avez déjà eu des échanges, il y a une problématique avec l'État et la préfecture, parce que là, on va voter pour vous mandater pour aller le défendre. Mais de poser le maintien, parce qu'à l'agglo, il m'avait semblé que c'était l'extension, plutôt à un autre QPV. Voilà, à l'autre QPV de Frontignan. Voilà. Et là, vous posez le maintien de nos 2 QPV. Donc, je suis un peu... Voilà. Il n'y a aucune ambiguïté. Bien évidemment, on se bat pour l'extension du périmètre, surtout de l'île Sud, et le maintien du périmètre de l'île de Thau. Et comme vous l'avez dit vous-même, l'État a l'intention peut-être de diminuer certains nombres de QPV. Donc, il faut être vigilant. Et c'est pour ça que je souhaitais vous proposer cette motion le plus rapidement possible pour qu'on puisse intervenir avant le début de l'été. Et extension. Oui, monsieur. Monsieur Denaja. Monsieur le maire, d'abord, je suis heureux que le texte, au départ, rappelle que c'est une loi de 2014 qui avait initié cette politique et que c'est le gouvernement de l'époque qui, en 2015, avait identifié 2 quartiers politiques de la ville. J'avais une question, c'est est-ce que les quartiers auxquels vous souhaitez aujourd'hui qu'on étende ces classements avaient été oubliés ou est-ce que c'est parce qu'ils se sont paupérisés ? Donc, est-ce qu'il y a eu une évolution en 2015 qui fait qu'aujourd'hui il faut étendre le périmètre, ou est-ce que c'était déjà des quartiers qui auraient mérité cette classification et qu'il avait été oublié à l'époque? Et puis, pour rejoindre ce que disait notre collègue Véronique Kalueba, ce qui est un peu déroutant, c'est que enfin, tout ça, on solanise quelque chose qui est habituel et pour lequel le conseil municipal n'a pas à vous d'ailleurs attribuer de compétences particulières puisque vous êtes tous les jours habilité à téléphoner au préfet, à rencontrer les représentants de l'État. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit ici? Enfin, vous savez que je ne comprends pas pourquoi il y a besoin de solennaliser cette demande qui est assez banale dans ce genre de domaine. Donc, est-ce qu'on a des inquiétudes? Voilà, je reviens un peu sur la demande de Madame Kalueba. Pourquoi il faut en venir à une motion au conseil municipal alors que tous les jours vous appelez le préfet pour divers dossiers? Donc est-ce qu'il y a motif à inquiétude? Voilà. Pas du tout, je ne suis pas du genre stressé, moi quand même, je suis particulièrement serein quand même, quoi qu'il advienne, mais je sais qu'il faut faire le travail suffisamment en amont pour pouvoir être entendu. Alors en 2014, le périmètre n'était pas effectivement suffisamment important, et peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas eu une analyse suffisamment fine qui avait permis d'intégrer tout l'ensemble du quartier de l'île Sud, parce que le collège Victor Hugo, il était déjà là, il n'avait pas été retenu, c'est toujours pareil, l'État, il a ses contraintes budgétaires, je pense. S'il commence à dire qu'il va falloir peut-être diminuer certaines QPV, c'est que peut-être il y a des enveloppes. L'important, c'est de se battre pour essayer d'arriver le premier, d'être sélectionné le premier. Un peu comme pour les opérations coup de poing, je vous dis, il y a Toulouse, Béziers et Sète. Il n'y en a pas d'autres. Mais enfin, c'est pour apporter quelque chose à nos populations. Madame Seguin. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour appuyer cette demande de maintien et d'extension des quartiers politiques de la ville, d'être exemplaire par rapport à ce que prévoit la loi Lamy et de remettre en route les conseils citoyens qui sont prévus dans le cadre de cette loi? Ça permettrait de montrer aux services de l'État que on respecte à la lettre la loi et qu'on fait vivre la participation citoyenne dans le cadre de l'élaboration des politiques de la ville. Alors, je vais vous faire la même réponse que je vous ai faite, puisque c'était la même déclaration que vous avez faite en conseil communautaire l'autre jour. Vous ne changez pas trop de disque, mais quand vous tenez un sujet, vous aimez bien aller jusqu'au bout. Alors, les conseils de quartier, effectivement, c'est quelque chose qui a été voulu par l'État, qui est dans les quartiers prioritaires. Effectivement, sur 7, les conseils de quartier, il faut le reconnaître, ne marchent pas particulièrement bien. C'est pas nous qui les avons. Conseils citoyens. Alors que les conseils de quartier, eux, ils marchent très bien. Les conseils de quartier marchent très bien. Et Romain Ferrara peut-être pourra vous en parler tout à l'heure de la dernière manifestation qu'il y a eu pas plus tard qu'hier, me semble-t-il hier ou samedi, à la Plagette. Oui, c'est ça qui était très bien et tous les conseils de quartier étaient présents. Donc les conseils citoyens, et notamment celui de l'île de Thau, pourquoi il ne fonctionne plus? Vous ne savez pas, vous?
C'est quand même plus à vous de me le dire, non? Ah oui, non, mais c'est pas moi qui les désigne les conseils citoyens, hein, c'est un service de l'État. Mais la présidente a été amenée à démissionner. Pourquoi elle a démissionné? Parce qu'elle voulait être sur la liste de Madame Kalima pour les dernières élections municipales. Après, naturellement, elle a démissionné. Mais elle a démissionné, ensuite il y a eu le Covid, et ensuite ça ne s'est pas redynamisé, c'est tout. Mais enfin, l'État est en train de se poser des questions sur l'utilité de ces conseils citoyens. Heureusement que nous avons les conseils de quartier qui sont particulièrement efficaces et qu'il faut remonter toutes les informations des quartiers. Peut-être Romain Ferrara veut dire un mot. Juste préciser que ce conseil citoyen, justement, qui englobe l'île de Thau, est ouvert à tous. On a fait un appel à candidature. On a une personne qui est membre de l'association des maisons de l'île de Thau, qui en est membre et qui nous fait des remontées régulières. Voilà. Donc, on peut passer au vote quand même, parce que la motion, il faut la voter. Qui s'abstient, qui vote contre, donc à l'unanimité. Et on enchaîne donc maintenant par l'approbation du procès-verbal de la séance du 13 mars 2023. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations? Je n'en vois pas. On peut considérer que c'est approuvé à l'unanimité. Et on peut donc voir les décisions que j'étais amené à prendre dans le cadre de la délégation depuis la précédente séance du conseil municipal. Alors, monsieur Hercé. Oui, je vous remercie. Bon, le conseil d'aujourd'hui est un petit peu particulier puisque, si je ne me trompe pas, c'est le 18e conseil de cette mandature et c'est celui qui marque la moitié de ce mandat. Donc on peut tirer un premier petit bilan. Et il se trouve que ce conseil, il est doublement particulier, au-delà du fait d'être placé à mi-mandat, c'est que c'est le conseil de tous les records. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Alors, moi, je le note assez facilement, parce que je suis un peu comme certains d'entre vous. Je travaille, j'ai un travail salarié. Ça me laisse relativement peu de temps pour prendre connaissance de l'ordre du jour. Et lorsque j'ai reçu cet ordre du jour, j'ai trouvé extrêmement indigeste. Et pour cause, puisque nous n'avons pas eu de conseil depuis 14 semaines. Donc, si je ne me trompe pas, c'était le 13 mars. La loi indique que nous devons avoir un conseil municipal par trimestre. La loi n'est pas très précise, malheureusement. Mais en l'occurrence, sur les 18 conseils que nous avons tenus dans ce mandat, il y en a 3 qui étaient avec un délai de 14 semaines, il y en a 2 qui avaient un délai de 13 semaines, et puis un autre qui avait un délai de 12 semaines. Grosso modo, sur la moitié de cette mandature, sur 18 mois, nous avons été aux limites de ce que permet la loi, avec des conseils tous les trimestres, sur la moitié de la mandature. Le résultat de ces délais beaucoup trop longs, c'est qu'on se retrouve avec une indigestion de documents et de délibérations et de décisions. Alors, aujourd'hui, on bat tous les records. J'ai établi les graphiques, donc je pourrais vous les transmettre. Vous les verrez peut-être dans la presse parce que je les ai transmis aussi. Aujourd'hui, nous avons 57 délibérations, ce qui est très largement au-dessus de ce que nous avions précédemment. Je crois qu'on dépasse de 30% le conseil le plus fourni jusqu'à présent. Et nous avons bien évidemment 183 décisions, sachant que ces décisions sont toujours beaucoup trop nombreuses, mais cette fois, on atteint un sommet avec 183 décisions. Qu'est-ce que ça représente concrètement? Bon, moi j'avais, comme certains d'entre vous, uniquement le week-end pour étudier ce conseil et ces documents. C'est pour ça que j'ai amené cette petite littérature qui est à côté de moi. Mais écoutez, c'est assez simple. Si je prends par exemple ici l'œuvre de Victor Hugo, Les Orientales, la très belle édition de 1884, 400 pages, ça représente l'ensemble des décisions que je dois connaître. Voilà. Si je prends l'œuvre complète des Fables de La Fontaine qui est ici, 400 autres pages, ça représente l'ensemble du budget que je dois étudier et connaître. Voilà. Et si je prends l'ensemble de ces 3 autres ouvrages qui sont ici, ça représente les 1000 pages ou 1200 pages supplémentaires,
puisqu'on est à 1957 pages précisément. Et donc on arrive à un sommet qui fait que je ne peux absolument pas étudier la totalité des documents qui sont fournis. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi amené cette idée que vous voyez ici, parce que mon idée originelle, c'était de vous prouver par l'absurde que l'on est dans un système qui ne peut pas fonctionner, et donc de jeter de temps en temps, au moment du vote, les dés, voilà, pour savoir pourquoi j'allais voter. Parce que de toute façon, je ne suis pas en capacité d'avoir étudié la totalité des documents. Et il y a des choses qui mériteraient attention. Par exemple, moi je vois une délibération sur la publicité, le règlement de publicité, il y a déjà 140 pages. J'aurais bien aimé étudier cette délibération et ces documents précisément. Bon, ben, ça ne sera pas le cas. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas aller jusqu'au bout de ma démarche, je ne vais pas lancer l'idée comme ça, parce que ça serait ridiculiser cette assemblée, qui est quand même une noble assemblée. Donc, je vais faire comme on le fait habituellement. Je vais me baser sur mes collègues, en espérant que chacun aura étudié une petite partie du dossier. Mais je dois l'avouer, et vous devriez l'avouer vous-même, parce qu'il y a une partie de cette majorité qui, j'en suis sûr, est dans le même cas que moi, vous ne connaissez pas la totalité des documents qui ont été fournis, et nous ne sommes pas en capacité de les étudier. Tout cela parce que vous avez choisi, volontairement, de limiter le nombre de conseils municipaux et de mettre un délai maximum, le délai maximal permis par la loi. Voilà. Madame Kaliema, puis après, Monsieur Lapierre. Oui, je voulais juste rajouter que 4 parmi nous, en plus, ont eu un conseil communautaire jeudi soir avec 50 questions. Voilà. J'ai une autre demande, mais peut-être vous voulez répondre à Monsieur RC? Non, mais c'est un autre sujet. Non, mais répondez peut-être à Monsieur RC, parce que c'est vraiment... Vous savez, répondre par... les questions, elles se font au fil de l'eau. Monsieur RC fait un constat. Et il pense qu'il n'y a que lui qui peut analyser l'ensemble des 57 questions, alors que moi, je pensais que vous étiez un groupe et que vous travailliez ensemble. Peut-être que ce n'est pas le cas. Vous ne partagez pas le travail. Donc, Mais ce n'est pas parce qu'on est un groupe et qu'on partage qu'on n'a pas envie d'aller regarder de quoi on va causer pendant 57 rapports, et j'ose espérer que les collègues, la dame qui s'occupe de la culture, jette un œil sur le sport ou l'urbanisme, parce que quand vous rencontrez vos concitoyens dans la rue, ils vous disent pas, madame, vous êtes adjointe à la culture, je ne vais vous demander que des comptes sur la culture. Combien de fois monsieur Sabatier m'a interpellé sur le département, sur des questions qui ne sont pas relatives à l'enfance et famille dont je m'occupe. Donc avoir je dis pas être spécialiste de tout, mais avoir une vision d'ensemble des 57 rapports, c'est un minimum attendu de la part des gens qui ont voté pour nous. Voilà, que ce soit de notre côté comme du vôtre, et que démocratiquement, on ne peut plus faire de débat au bout de 4 ou 5 heures de réunion. On est encore dans des salles exiguës. Si tous les membres du conseil municipal étaient là, je ne sais pas où on les met, parce que là, il y a des absents, et heureusement, le public n'est pas présent, donc on n'est pas dans des bonnes conditions, ni démocratiques, ni de débat. Voilà le constat qu'on peut poser. Et ma question, j'en ai une autre, mais je crois que M. Denaja va intervenir sur le même sujet. Monsieur le maire, en fait, en lien avec ce qui vient d'être dit, nous, on fait, d'abord, on réitère une proposition, une demande que l'on fait depuis le début de la mandature, c'est que nous demandons à nous réunir dans une autre salle que celle-ci. En plus, aujourd'hui, les membres de la majorité sont venus beaucoup plus nombreux, donc là, vraiment, on est hors distanciation sociale, mais heureusement, le Covid semble avoir disparu. Mais bon, voilà, c'est une salle qui est peu adaptée voilà, à l'Assemblée qui est la nôtre. Elle ne permet toujours pas une présence directe du public dans la salle, et même la presse est reléguée dans le couloir. Donc nous, on réitère la demande de le faire dans la salle Brassens, par exemple, dans laquelle la ville avait investi plus de 500 000 €, je crois, donc avec une sono dans laquelle nous avons tous fait des meetings, donc il me semble qu'elle est adaptée, elle permettrait à la fois de stationner gratuitement à côté, en plus, au Mascoulet, puisque c'est ce qu'impose la convention signée avec la région pour l'instant. La salle, elle est gratuite, donc je ne comprends toujours pas pourquoi on ne se réunit pas à la salle Brassens. Même pour vous, c'est peut-être presque plus pratique. Bref, donc nous, on propose que les conseils municipaux se déroulent à l'avenir
dans la salle Brassens pour ce qui reste du mandat. Et on demande donc tout simplement ce que fait Monsieur RC, c'est le constat que un CM par trimestre, c'est trop peu et qu'il faudrait un conseil municipal tous les 2 mois. Bon, voilà. Et moi, la demande que je fais en plus, vous nous avez dit la dernière fois en quittant le conseil communautaire, vous nous avez donné rendez-vous à une date que donc vous connaissiez pour le conseil communautaire. Il en va forcément de même pour le conseil municipal. Moi, je prends l'exemple du conseil régional. Je vois d'autres collègues dans la salle. Ils connaissent les dates des conseils régionaux 1 an à l'avance. Donc on connaît les dates du conseil régional, des assemblées plénières, on connaît les dates des commissions permanentes et on connaît les dates des commissions sectorielles plus d'1 an avant. Donc voilà, et l'administration, qui a l'expérience, surtout en plus avec un directeur général des services qui pilote les 2 entités, est en mesure, à mon avis, de faire un calendrier 1 an avant. Donc nous, voilà les 3 propositions. 1, réunion du conseil municipal à la salle Brassens, qui est plus adaptée. 2, des conseils municipaux tous les 2 mois. Et 3, un calendrier des séances 1 an avant. Voilà. Très bien, merci de ces propositions. Monsieur Delapierre avait levé la main. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Monsieur Pacul, qui est absent ce soir, m'a demandé de vous lire un texte. Monsieur Pacul, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence de ce soir, mais des impératifs familiaux me retiennent suite à un accident de la route dont mon fils a été victime. Je souhaitais tout de même revenir sur la notion de sincérité et de confiance que notre rôle d'élu nous impose. Aussi, lors du dernier conseil municipal, lorsque je vous questionnais sur la délibération visant à modifier le PLU, vous m'avez menti. Méconnaissance du dossier ou volonté de tromper, je laisse les citoyens juges de la situation.